Le 25 mars 1965, la Roumanie est en deuil. Les gens se pressent autour d'un grand cercueil. Il est mort, le grand leader communiste. Il est mort, le Machiavel des Balkans. Celui qui, dans l'ombre de sa prison, avait éliminé chacun de ses rivaux. Puis, dans la pénombre du parti, avait écarté les déviants, les cosmopolites, pour se hisser au sommet de l'État. Un petit homme fait un discours pour, une dernière fois, saluer son mentor, celui qui lui a tout appris. Ce petit homme, c'est Nicolae Ceausescu. L'homme qu'il salue répond au nom de Gheorghe Gheorghiu Dej. On s'attaque aujourd'hui à un monument de l'histoire de la Roumanie. C'est l'homme qui a précédé Nicolae Ceausescu et d'ailleurs l'homme même qui lui a tout appris, ça a été son mentor. Il s'agit de Gheorghe Gheorghiu Dej. En fait, Gheorghe Gheorghiu Dej, je vous le mets à côté de Jean Mihail, qui a été l'objet de la dernière vidéo. Il a dirigé la Roumanie de 1947 à 1965, donc ça a été quand même vraiment une longue période. Toute la période d'après la Seconde Guerre mondiale, il était là, présent à la tête de l'État. C'est vraiment cet homme qui a posé les bases du communisme national que reprendra Ceausescu. C'est vraiment un personnage remarquable parce qu'il vient d'une famille très pauvre et pourtant il a réussi à se hisser jusqu'au sommet de l'État par une intelligence sociale vraiment remarquable. Il a toujours su comprendre les gens, comprendre tous les leviers de pouvoir pour arriver à ses fins. Mais donc, comment cet homme, qui était à la base électricien, qui vient d'une famille très pauvre, qui a passé 11 longues années en prison, a pu arriver petit à petit à la tête de l'État? Vous regardez La Ruée vers l'Est, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si le contenu vous plaît. Et voici l'histoire du leader de la Roumanie. Gheorghe Gheorghiu, il naît le 8 novembre 1901 à Barlad, dans une Roumanie qui est à l'époque vraiment rurale et assez pauvre, il faut l'avouer. Pas de chance, il vient d'une famille d'ouvriers vraiment modeste, il a vraiment pas beaucoup d'argent, il mange plus de mamaliga que de caviar, et donc c'est un peu compliqué pour lui, et hélas il ne va pas occuper longtemps les bancs de l'école, parce que à cette époque-là, il faut vite aller travailler pour gagner son pain et pour subvenir aux besoins de sa famille. Il va exercer de nombreux métiers manuels, même dans tout le pays, jusqu'à se stabiliser pour devenir électricien, notamment dans le milieu ferroviaire. À la base, il ne vient pas d'une famille réellement politisée. Avec ses différents métiers, il va très vite rentrer en contact avec le milieu syndical. Et c'est d'ailleurs par ce biais-là qu'il va s'investir pleinement dans la lutte pour les droits des travailleurs. En fait, dès le début, Gheorghe, il fait preuve d'une intelligence sociale énorme. Il comprend très vite les gens, il arrive tout de suite à les écouter, à accrocher les personnes, à faire des liens entre eux. Et donc forcément, il devient très vite le porte-parole des travailleurs. Il lutte notamment pour la réduction du temps de travail ou également pour avoir des augmentations salariales, parce qu'à l'époque, c'était quand même pas trop ça. En 1920, alors qu'il a seulement 19 ans, une grande grève générale touche tout le pays, et évidemment, Gheorghe va y participer vraiment activement. Forcément, les grèves, ça fait pas plaisir au patron, et donc il est licencié sur le champ. À l'époque, il était à Komanecht, et il va partir donc à Galați pour trouver un nouveau travail. À Galați, il va travailler comme électricien dans une société de tramway. À cette époque-là, il n'a pas de véritable engagement politique. C'est juste un gréviste syndicaliste qui lutte pour le droit des travailleurs, mais il n'a pas réellement d'idéologie ou de doctrine politique. De 1923 à 1925, il part faire son service militaire à Focșani, où il devient sergent. Mais en 1925, il revient donc à la vie civile, et là, il va devenir électricien à Galați, pour la compagnie de train roumaine. En 1926, il trouve l'amour, il se marie avec Maria, avec qui il aura 2 enfants. Le tournant de sa vie a lieu en 1930, année où il rentre en contact avec le Parti communiste. À cette époque-là, le parti est interdit depuis 1924 en Roumanie. La légende raconte que Gheorghe, une nuit de pleine lune, alors qu'il se baladait dans les rues de Galați, aurait trouvé par terre un manifeste, le manifeste du Parti communiste. En le lisant, il se serait rendu compte que les aspirations communistes étaient en total accord avec lui. Il aurait tout de suite voulu rejoindre le parti et donc il aurait tenté de trouver le siège du parti, mais évidemment, comme c'était un parti clandestin, il ne l'a pas trouvé. Et donc il s'est dit, si je ne trouve pas le parti va me trouver. Il aurait tenu des discours volontairement alignés avec la doctrine communiste pour se faire remarquer et donc pour se faire approcher par des cadres du parti. Et en seulement 2 jours, il se fait approcher par Mitica Teodosiu qui l'invite à rejoindre le parti. Et c'est comme ça que Gheorghe Gheorghiu
est devenu un communiste aguerri. Bon, ça c'est une légende, mais je la trouve très amusante, alors je vous la raconte. En fait, c'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est que ces aspirations syndicalistes ont trouvé un écho dans la doctrine communiste de l'époque. À ce moment-là, le communisme pour Gorguet, c'est un levier supplémentaire pour faire entendre sa voix et celle des autres travailleurs. Mais à force d'être vindicatif, de revendiquer des choses, il veut des droits. Mais qu'est-ce qu'il veut des droits sur Roumain? On est en 1930, les gens n'ont pas de droits à cette époque-là, ça suffit. Et donc la compagnie de train en a un peu marre, et donc il décide de le muter. Donc de Galate, il va partir à Dej. Dej comme Gorghiu Dej. Et le problème, c'est que Dej, je ne savais pas où le mettre sur une carte, mais c'est dans le trou du cul du monde, c'est perdu. C'est dans le nord-ouest de la Roumanie, il n'y a rien du tout. Et forcément, sa femme, avec qui il s'est marié il y a quelques années, elle lui dit « Attends, écoute Gorghiu, c'est ton problème, t'es communiste, moi je te suis pas jusqu'à Dej, je reste à la maison avec les enfants, et toi tu vas travailler là-bas si ça te chante. » Et Gorghiu va divorcer de sa femme assez rapidement, ce qui va littéralement le briser à vie. Il verra plus ses enfants, il verra plus sa femme, et d'ailleurs il ne se remariera plus jamais. Mais vous le savez, déplacer le problème ne le résout jamais, et donc à Dej, Gorghiu va faire exactement la même chose qu'il faisait à Galate, c'est-à-dire tourner la tête aux travailleurs, leur expliquer que oui, ils ont des droits, que oui, ils peuvent être payés plus, que oui, les congés, ça existe, et donc il va radicaliser toute la fabrique, et donc forcément, ça part en cacahuète, l'atelier de Dej, il commence à partir dans tous les sens, et donc là, la compagnie de train lui dit, allez, stop. Ils vont licencier 300 personnes, tout le monde à la maison, cassez-vous, et Gorghiu est forcément viré. Mais du coup, cet événement fait tellement de bruit, même au sein du Parti communiste, que Gorghiu va prendre la dénomination de Dej. Gorghiu Dej. En fait, ce surnom, c'est pas tant qu'il y a eu un prestige énorme à cette manifestation, c'est plutôt que c'était plus facile de reconnaître les cadres, surtout que Gorghiu, c'est un nom extrêmement commun, et du coup, on a rajouté Dej à la suite. Comme ça, c'était plus facile à dire. Voilà, bon, Gorghiu qui habite à Dej, Gorghiu Dej. En fait, c'est un peu comme une particule, comme 2 Médicis, mais pour les prolos. Avec la fin brutale de sa carrière d'électricien qui a été de courte durée, Gorghiu Dej se retrouve à présent sans salaire, sans rien, et sans vraiment perspective de trouver un nouveau travail, forcément, parce que c'est quand même un gros agitateur. Là, à force de foutre la merde, ça va être un peu compliqué. Mais il va se lancer dans le militantisme communiste corps et âme. En fait, à ce moment-là, le parti, même s'il est illégal, il reçoit des fonds de soutien qui viennent directement de Moscou. Et donc, du coup, avec cet argent, Gorghiu, il va vraiment militer à fond pour le parti. En plus, il jouait d'une fibre sociale immense, et donc, il va commencer à voyager dans tout le pays pour participer à des meetings, pour mettre en lien les différents ateliers de travail. Il va rédiger des rapports, diffuser des consignes dans les différents ateliers. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer un grand cadre du parti qui est à cette époque-là Vassile Duca. Il commence évidemment à avoir quelques soucis avec la police. En 1932, il est arrêté à Bucarest alors qu'il colle des affiches. La même année, il est arrêté à Iași parce qu'il était dans un meeting qui a totalement dégénéré. Mais ça s'arrête là. À cette époque-là, il est quand même assez tranquille. Il reste sous surveillance, mais plutôt épargné. L'enjeu du Parti communiste à cette époque-là, c'est de contrer l'influence des socialistes au sein des syndicats. En fait, là vraiment, ils veulent le contrôle des syndicats et virer les socialistes de là. Et en 1933, un nouveau tournant a lieu dans la vie de Gorghiu Dej. En fait, il organise une grève massive dans les ateliers de train de Grivița à Bucarest. Cette grève est réprimée violemment et Gorghiu Dej arrêté. Il est jugé une première fois. Évidemment, le procès il vise à détruire le Parti communiste. À ce moment-là, Gorghiu Dej il dit non, j'ai rien fait, c'est pas moi, madame, c'est pas moi, je n'ai rien fait. Évidemment, ça marche pas très bien. Il est condamné à 15 ans de travaux forcés. Pour un gréviste, ça fait un peu mal. Mais bon, ils font appel, ils ont le droit et donc le procès est transféré. Il était à Jihlava et là, ils vont à Craiova. Lors du nouveau procès, il adopte une posture de défense totalement différente que le premier. Cette fois, il avoue tout. Il dit de toute façon, je suis foutu, je vais me les prendre mes 15 ans de travaux forcés, je vais y aller en prison, donc j'arrête de penser à ma petite personne et je vais penser au parti. Évidemment, c'est un communiste, alors c'est pas je, c'est nous. Il assume totalement son rôle dans la grève de Grivița. Et surtout, il commence à parler de sa doctrine, la doctrine communiste, au sein du tribunal. Et ça, forcément, c'est un retentissement énorme dans les prisons qui sont pleines de communistes et également au sein du parti. Il est condamné à 12 ans de travaux forcés, donc il s'en sort quand même un peu mieux qu'au premier procès.
Mais surtout, il récolte des lauriers, ce qui sera un grand atout pour sa vie future de politique. En fait, surtout, il apparaît que c'est un homme noble qui paye le prix fort juste pour défendre une cause. On pourrait croire que finir en prison pour 12 ans, c'est game over, finito pipo, y a plus d'espoir, plus rien. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'à cette époque-là, les communistes sont réprimés sévèrement en Roumanie, et donc les prisons en sont pleines. Ça déborde de rouges, ça déborde de communistes. Et donc le grand Georgiou Dej arrive en prison comme un roi, comme un chef. Il arrive à la prison de Doftana, qui est le centre névralgique du communisme en Roumanie. Tous les grands militants y sont. Georgiou Dej va évoluer dans un environnement hautement politisé. Il côtoie des militants expérimentés, des agents soviétiques et même des futurs dirigeants. Et cet environnement, plus son intelligence sociale supérieure, est propice à développer ses contacts et peut-être essayer d'escalader petit à petit l'échelle sociale et surtout l'échelle du Parti communiste. Contrairement à beaucoup d'autres communistes, Georgiou Dej, il n'est jamais allé en Russie. Il ne parle même pas le russe parce que souvent, les grands pontes du communisme roumain et même le communisme international faisaient des visites en Russie pour en apprendre plus sur la doctrine, etc. Georgiou Dej, il a juste lu un manifeste du Parti communiste un soir de pleine lune et pouf, il est devenu rouge, il est devenu communiste. C'est tout, ça s'arrête là. Lui, il n'est pas parti en Russie, il n'a pas discuté avec le Kremlin. Et pour rivaliser avec ces gens qui sont mieux armés idéologiquement que lui, il va faire ce qu'il fait de mieux, écouter, arbitrer, mettre en relation, c'est-à-dire utiliser toute sa fibre sociale pour se rendre indispensable. Il arrive à manigancer, à comploter, à écarter petit à petit tous les gens qui pourraient lui faire de l'ombre. En plus, sa lourde condamnation, son origine ouvrière très prolétaire et également le fait qu'il arrive à fédérer tous les gens autour de lui donne une légitimité énorme. Il arrive même à maintenir l'ordre au sein des différents prisonniers communistes et ça c'est quand même assez important. Il y a certaines sources qui disent que dans la prison de Doftana, il y avait comme dans toutes les prisons une hiérarchie sociale dans laquelle Georgiou Dej était au sommet. Et en fait, il régnait même pas par la peur, il régnait juste parce que les gens étaient tous loyaux envers lui. Il est super malin parce que comme il n'a jamais visité Moscou, il n'a pas de connaissances avec des Russes, il va forcément devenir ami avec les agents soviétiques qui sont sur place et écarter les autres. Et c'est évidemment grâce à l'appui des agents soviétiques que, aux yeux de Moscou, il va apparaître comme un dirigeant assez fiable, assez bon et de qualité, en fait, sur qui on peut compter. Parce que, ok, il n'a pas fait de formation en URSS, mais il est tellement malin qu'il n'en a pas forcément besoin au final. Et en 1936, alors qu'il est encore en prison, il est élu membre du comité central du Parti communiste roumain. C'est quand même vraiment un truc de fou, je ne sais pas si on se rend compte quand même que le mec, il est en prison, condamné pour 12 ans, il arrive tout de même à être élu membre du comité central. En fait, c'est assez simple, étant donné que le Parti communiste était interdit, toute l'organisation du parti, elle se faisait par la prison. C'était au sein de la prison que l'organisation était vraiment la plus forte. Parce qu'en fait, dans les prisons de Doftana, Jilava ou Targogiu, les communistes qui y sont emprisonnés, ils s'organisent, ils débattent, forment des cadres, et également ils maintiennent une discipline assez stricte. Au final, les prisons roumaines étaient littéralement le cœur opérationnel du Parti communiste. Et ça, Georgiou Dej l'a tout de suite compris. Même en prison, du coup, Georgiou Dej était devenu le chef de la faction des prisons. Et cette faction, au final, c'était littéralement le seul noyau communiste réellement organisé de l'époque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Georgiou Dej il est toujours en prison et il sera transféré à la prison de Targogiu. À ce moment-là, c'est vraiment le leader des prisons. Il bénéficie d'ailleurs de conditions de détention vraiment préférentielles et il continue forcément d'organiser la vie politique interne. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer un personnage très important, Emil Molnarac, qui est très proche des services soviétiques. Avec un allié comme ça, il n'a plus vraiment besoin d'avoir une formation à Moscou. Et surtout, c'est à ce moment-là, dans cette prison, qu'il va faire la rencontre d'un homme extrêmement important pour la Roumanie. C'est évidemment Nicolae Ceausescu, qui est en prison à ce moment-là. Dej va vraiment le prendre sous son aile parce que Ceausescu est beaucoup plus jeune à l'époque. Il va s'occuper de lui, il va devenir son mentor, il va le construire idéologiquement. Et du coup, cette rencontre a un impact vraiment décisif sur l'histoire de la Roumanie parce que c'est Ceausescu qui va succéder à Dej. Mais en été 1944, Georgiou Dej, qui est, on l'a déjà vu, quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement clairvoyant, voit que la situation extérieure change. L'armée rouge pénètre
en Roumanie, le régime fasciste de l'époque de Antonescu, il commence à vaciller et donc il sent qu'il a un coup à jouer. À ce moment-là, rester en prison, c'est vraiment un acte totalement débile et totalement suicidaire pour son avenir politique. Par conséquent, il va s'évader de la prison. En fait, il est tellement populaire au sein de la prison, même au sein du personnel pénitentiaire, alors son évasion, c'est presque juste une formalité. Il sort tranquillement de la prison sans vraiment de conséquences. Et évidemment, il sort de la prison avec une idée en tête. Ça y est, c'est son moment, là, il va prendre le pouvoir. Dès son retour officiel à la vie politique, cette fois à la lueur du jour, il commence à identifier les rivaux, ceux qui vont le freiner dans son ascension. Il en identifie immédiatement un, qui est ce pauvre Stefan Forisz, qui est à l'époque le secrétaire général du Parti communiste, qu'il a été d'ailleurs durant toute la Seconde Guerre mondiale. Avec l'aide d'Emil Bodnarac, ils vont l'éliminer. D'abord politiquement, puis physiquement. Cet épisode, il est révélateur. Il montre clairement que Gorghiu-Dej ne va reculer devant aucun obstacle. Aucun homme ne pourra se mettre au travers de sa route, sinon il les éliminera un par un. Il n'est pas du tout là pour partager le pouvoir, lui, il veut dominer. Après avoir écarté Stefan Forisz, Gorghiu-Dej devient le chef réel du Parti communiste. Et donc, en quelque sorte, c'est déjà presque le chef du pays, car bien qu'il y ait un roi, il n'a pas vraiment énormément de pouvoir. Et d'ailleurs, le roi Michel Ier est forcé d'abdiquer en 1947. À ce moment-là, Dej, qui est déjà l'homme fort du régime, devient l'homme fort de l'État. Évidemment, avec la prise de pouvoir des communistes en Roumanie, tout va changer. Les communistes qui étaient en prison sortent, évidemment, et ceux qui étaient exilés peuvent revenir. Et donc, on va faire la rencontre d'un personnage qui était extrêmement important dans la politique communiste de l'époque. Il s'agit de Ana Pauker. Ana Pauker, c'est une figure très importante du communisme roumain. Elle a été formée à Moscou, elle était en exil à Moscou jusqu'à l'arrivée des communistes en Roumanie en 1944. Ana Pauker, avec ses amitiés avec l'URSS, elle était un peu la favorite du régime communiste. Et ça, Gorghiu-Dej, forcément, il voit ça d'un très mauvais œil. Elle a toujours eu un rôle très important dans la politique, notamment la politique étrangère. C'était littéralement le visage international du communisme roumain de l'époque. C'était un peu la petite préférée de Staline. Mais à son retour en Roumanie, le parti communiste commence à être divisé. D'un côté, les moscovites, formés en URSS, très visibles et légitimes aux yeux de Moscou. De l'autre, les communistes restés en Roumanie, souvent passés par la prison, autour de Gorghiu-Dej. Il ne s'agit pas encore d'un désaccord idéologique, tous sont staliniens. La différence est dans les réseaux et le pouvoir réel. Pendant que les moscovites incarnent le régime à l'extérieur, Dej souhaite verrouiller l'appareil de l'intérieur. Forcément, Gorghiu-Dej, avec cette scission entre les communistes moscovites et les nationaux roumains, il va commencer à œuvrer pour mettre petit à petit ces moscovites de côté. En fait, il accepte que Ana Pauker et les autres aient une certaine visibilité, mais c'est quand même lui qui conserve en main tous les leviers du pouvoir. Et il va forcément œuvrer pour éliminer tous ses rivaux. Et évidemment, tout homme qui veut quelque chose se doit d'être patient. Et donc, en 1952, alors que le contexte international le permet, les yeux ne sont pas trop rivés sur lui, il décide de faire une purge totale. Il élimine tous les moscovites du parti, à commencer par Ana Pauker. Il dira qu'elle est devenue trop cosmopolite, presque un peu de droite. Et donc, ça dégage, il va rester seul maître à bord, seul maître du navire communiste roumain. Et évidemment, donc, à cette époque-là, ça y est, c'est le maître incontesté de la Roumanie. Il va donc se lancer dans la collectivisation forcée, l'industrialisation lourde et surtout réprimer tous les opposants, les foutre en prison, les torturer, etc. Il y a des films horribles là-dessus. Il y a eu des prisons où ils ont torturé les opposants, peut-être pour se venger de ces années enfermées. Ça a été vraiment une période assez compliquée pour la Roumanie. C'est là même qu'il va mettre en place la Securitate. Après la mort de Staline en 1953 et la déstalinisation lancée par Khrouchtchev, Gorghiu-Dej prend un peu peur. Ancien stalinien, il craint que cette évolution ne fragilise sa position. Contrairement en URSS, il ne se lance pas dans une déstalinisation réelle en Roumanie. Au contraire, il freine le mouvement et consolide son pouvoir. Il commence à prendre ses distances vis-à-vis de Moscou. Il maintient un système autoritaire à l'intérieur, mais en même temps, il cherche une plus grande autonomie nationale et une ouverture diplomatique limitée vers le reste du monde, afin de sécuriser la position de la Roumanie et surtout de la sienne. Cette séparation avec le régime communiste de l'URSS va avoir un impact assez grand sur l'avenir de la Roumanie. C'est quelque chose que Nicolae Ceausescu va un peu continuer dans sa politique. Et en mars 1965, il meurt
tranquillement dans son lit. Lui aussi, il a de la chance, comme son ami Staline. Il va laisser un État totalement verrouillé à son successeur qu'il a formé dans l'ombre. Son successeur qui n'est rien d'autre que Nicolae Ceausescu. En fait, il a juste fait preuve d'une intelligence sociale énorme qui lui a permis de se faufiler entre les différentes places du pouvoir jusqu'à en arriver à son sommet, à la tête de l'État communiste. Il a été suffisamment malin pour attendre, pour observer et surtout pour frapper au moment opportun. Il a toujours saisi sa chance au bon moment et ça lui a vraiment bien réussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce personnage vous a intéressé, voire passionné. C'est un personnage vraiment intéressant, je trouve. Il nous montre que sans bagage culturel et sans formation idéologique, on peut arriver à la tête de l'État avec comme seuls outils son intelligence sociale. Voilà, c'était La Ruée vers l'Est. Abonnez-vous, likez, commentez. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!